Bienvenue dans cette nouvelle émission Santé Plus consacrée au dessous des cosmétiques cette semaine. Avec nous Candice Collin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Lithica Labs et directeur général de Botilytic. Et votre société a lancé Clean Beauty, la première application sur smartphone de décryptage des cosmétiques. On verra bien, c'est pour ça, d'où les dessous des cosmétiques. Et c'était à destination du grand public et vous l'avez lancé en 2017. Pardon. Bonjour Bernard aussi. Bonjour. Je voulais d'abord savoir pourquoi c'est si important de savoir ce qu'il y a exactement dans les produits cosmétiques. Alors, les produits cosmétiques, on l'oublie parfois, nous-mêmes en tant que consommatrices, mais un cosmétique, c'est avant tout un produit chimique. Or, la chimie, aujourd'hui, pose de vraies questions. L'Union européenne considère, par exemple, que plus de 70% des ingrédients chimiques utilisés et produits en Europe aujourd'hui sont problématiques pour la santé et l'environnement. Donc, les cosmétiques en tant que tels ont une problématique propre, certes, mais ils sont surtout un maillon d'une chaîne beaucoup plus vaste. Et c'est ce en quoi ils sont problématiques ou sujets à interrogation. Alors, tout dépend où on se situe dans le monde et sous quelle réglementation on vit. Si on prend par exemple les États-Unis, de manière très surprenante, les produits chimiques du quotidien ne sont pas du tout réglementés. Il y a par exemple seulement 30 ingrédients qui sont interdits aux États-Unis. En Europe, on a une réglementation extrêmement sévère. C'est certainement la plus sévère au monde. On a 1300 ingrédients interdits. La sécurité des ingrédients chimiques est évaluée. Et donc on peut se demander pourquoi finalement il y a problème aussi en Europe. Alors il y a justement un souci, puisque les cosmétiques, même si dans leur usage unique, ne vont pas provoquer ni un cancer, ni une très grosse problématique de santé publique dans leur usage unique, en étant un maillon d'une chaîne beaucoup plus large, vont contribuer à notre exposition chimique globale. Donc ça veut dire que les ingrédients qui sont controversés dans les cosmétiques, on va les retrouver dans l'alimentaire, dans des meubles qui dégazent par exemple, dans tous les produits du quotidien, et c'est bien en fait l'effet cumulatif et cocktail, en tout cas en Europe, qui va poser problème. Donc dans les zones non réglementées, c'est la toxicité elle-même du cosmétique qui pose question, puisqu'en fait, vous n'avez pas de limite ou pas d'évaluation de la sécurité des ingrédients. Donc ça, c'est le cas des US. Et en Europe, c'est les effets cocktails et cumulatifs qui vont poser grandement question. Alors à propos de l'Europe, la Commission européenne, vous le savez, a soumis en ce moment à la consultation du public jusqu'à la fin du mois de juin une analyse d'impact de la proposition de révision du règlement sur les produits cosmétiques. Donc ça prouve que la Commission, elle est toujours active dans ce secteur. Alors, et vous, quel est l'éventail de vos activités ? Alors, juste sur la Commission, justement, l'Union européenne est très active et là, justement, est en train de revoir entièrement la manière dont les ingrédients chimiques vont être évalués. Jusqu'à aujourd'hui, en Europe, sur le règlement cosmétique européen, on évaluait le risque de l'ingrédient. Et donc, on allait juguler ça par la dose. Dès à présent, l'Union européenne encourage les évaluations à se faire sur le danger intrinsèque de l'ingrédient. Donc, l'Union européenne reconnaît implicitement qu'en fait, on ne maîtrise pas notre exposition chimique et donc que certains ingrédients, parce qu'ils sont problématiques, doivent être tout simplement supprimés d'une manière plus importante aujourd'hui des cosmétiques. Donc c'est bien dans ce cadre-là en fait que nos activités s'organisent, puisque nous, en effet, ma société en tout cas, travaille à aider l'industrie à se transformer. C'est une industrie qui aujourd'hui a entamé une mutation profonde. Dans quelle direction ? Vers un nettoyage important des formules. Alors, c'est à la base une industrie d'origine pétrochimique. Donc on voit déjà où est le problème, indépendamment de la chimie et des enjeux de l'impact sur l'environnement et sur la santé. Toute industrie d'origine pétrochimique est, je pense, de toute façon amenée à se réformer un tout petit peu. Et puis, cette problématique liée aux impacts sur la santé et l'environnement, avec en Europe et aux États-Unis, dans les pays du Nord en tout cas, une pression des consommateurs absolument phénoménale. La santé est aujourd'hui le point cardinal dans les pays du Nord des attentes conso en matière de cosmétiques. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'industrie a dû faire face à une pression tellement forte
elle a entamé une mue importante. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Europe et des États-Unis, donc il y a certains effectivement grands groupes de cosmétiques qui sont d'origine américaine, européenne, aussi japonaise, coréenne. Mais qu'en est-il de l'Afrique? Est-ce que ce sont les mêmes réglementations? Est-ce que les consommatrices, parce qu'elles sont c'est plutôt elles qui utilisent des cosmétiques, ou également les consommateurs, sont préservés de ce genre de toxicité à long terme? Malheureusement pas. Malheureusement pas. Je pense qu'on assiste à une carence de la réglementation qui est très forte sur le continent africain. C'est une question de niveau de vie, de pays en voie de développement, c'est une question de méconnaissance. C'est déjà lié à la volonté de l'État de réglementer ou pas. Et de la pression conso qui est certainement pas la même là-bas qu'elle est ici. On ne va pas se mentir, la réglementation avance d'autant plus vite que les consommatrices, sur la cosmétique on parle plutôt des femmes, mais que ces consommatrices vont mettre une pression notamment sur les marques. Mais après, vous savez, c'est un cercle vertueux, donc du coup le politique s'en empare et la réglementation évolue parce qu'il y a une attente consommateur très forte. C'est un peu lié. Dès lors que vous exercez une pression forte en Europe, et notamment en France, je pense que le phénomène des applis a été essentiel. On voit dans les études conso qu'il y a une cassure en 2017 à partir du moment où les premières applis, la nôtre en tout cas, apparaît. À partir de ce moment-là, les consommatrices qui étaient déjà très inquiètes sur la composition des produits, toutes les études le montrent, c'était une préoccupation absolument majeure des consommatrices, eh bien vous leur confiez un outil qui va leur permettre de décrypter les cosmétiques. Comment ça marche ? Alors, elle fonctionne de manière différente. La nôtre, c'est de la reconnaissance de caractère. On prend en photo la liste des ingrédients qui se trouvent sur le packaging, puisqu'en Europe, on a la chance, parce que c'est là le premier point important, la transparence. En Europe, on a la chance d'avoir accès à la liste des ingrédients. Donc, à partir de là, grâce aux applis, on peut avoir un décodage, même si on n'a pas un doctorat de chimie. Donc, la nôtre, c'est de la reconnaissance de caractère. On prend en photo la liste des ingrédients et vous avez la liste des ingrédients controversés qui apparaît. C'est le choix que nous, on a fait sur la partie conso. Les autres applis, dont le mastodonte Yuka, par le code barre, fait une évaluation du produit avec une note et une couleur pour indiquer finalement le niveau du produit sur les aspects de santé principalement. Il y a toute une vague de consommatrices qui maintenant font elles-mêmes leurs crèmes, tous les sérums et tous les produits de cosmétiques. Est-ce que ça ne peut pas être la solution en Afrique justement d'utiliser des produits dits naturels pour fabriquer soi-même ces cosmétiques? Alors, ce qu'on appelle le do-it-yourself, donc cette vague énorme, là en tout cas en France, on le voit, j'utilise une appli, donc je me rends compte que mes produits finalement ne correspondent pas à ce que j'attendais, donc je décide de me réfugier vers la naturalité et mieux encore, je fais moi-même mes cosmétiques. Ça a aussi une limite, puisqu'en fait, tout cosmétique est chimie, même naturelle. Donc dès lors qu'on commence à faire sa tambouche chez soi, là aussi, on n'est pas du tout à l'abri notamment de réactions cutanées qui peuvent être dangereuses. Et en tout cas, cette mouvance du do-it-yourself doit absolument être encadrée par la réglementation. Donc je ne suis pas certaine que le faire tout seul dans sa cuisine soit non plus une super idée en termes toxicologiques. Donc il y a un vrai enjeu aussi. Mais très clairement, on voit qu'en tout cas en Europe, c'est en effet une voie qui est prise et qui est absolument majeure. Quelle est la réaction des grandes marques, enfin des grandes et des petites d'ailleurs, marques de cosmétiques, face à ces applications? Alors la première, on a ouvert le bal, donc en 2017, très attentiste la première année, il faut avouer. Je pense que les marques n'ont pas, alors qu'elles avaient les mêmes études que celles dont nous disposions, et qui ont fondé finalement notre décision de lancer Clean Beauty, attendaient de voir finalement ce qui allait se passer. Il n'y avait pas de grand mouvement de reformulation. Toutes les applis qui ont été lancées, la nôtre comprise, sont toutes de très grosses applis. On est toutes des applis à plus d'1 million d'utilisateurs. Donc on voit finalement cette appétence de la consommatrice pour avoir de l'info. Et puis à un moment donné, il y avait une telle
adoption des applis par les consos que l'industrie a commencé à se poser des questions et à entamer sa mue. Donc ça a été phasé, on peut dire phasé. C'est-à-dire que voilà, dans un premier temps, ils ont observé et puis très vite, au bout de 8-9 mois, cette volonté finalement de commencer à regarder de plus près le phénomène et à enclencher une démarche. Nous, on a été approchés par l'industrie au bout de 8-9 mois. Et c'est comme ça qu'est née la deuxième partie du projet, qui est aujourd'hui le cœur de notre activité, qui est la transformation de l'industrie en B2B, avec le développement d'un logiciel qui a été développé spécifiquement par l'industrie, mais parce qu'un très grand acteur de la distribution, un très grand retailer, est venu nous voir en nous demandant de l'aider à évaluer tous ces rayons. En l'occurrence Auchan, on peut le citer, je le cite généralement sans problème. Donc c'est Auchan qui a été à l'origine de cet outil qu'utilise aujourd'hui l'industrie. Est-ce que justement les grands fabricants de cosmétiques ont changé les formulations suite à cette pression des consommatrices via votre application? Et est-ce qu'on a plutôt tendance à avoir plus d'ingrédients ou moins d'ingrédients pour éviter justement les réactions chimiques? Alors en fait, c'est toutes les applis. Et il faut noter quand Pas même seulement que... la vôtre, oui, c'est oui, ça. Oui, non, faut, voilà, nous on a été les premiers, on est une grosse appli, mais il faut avouer que le jour où Yuka, donc est cette appli surpuissante en France et en Europe, qui évalue à la fois l'alimentaire et les cosmétiques, a basculé sur les cosmétiques, là ça a été un raz-de-marée dans l'industrie, parce que c'était à l'époque, je crois, déjà 6 millions d'utilisateurs qui scannaient leurs produits alimentaires, qui se sont vus proposer des analyses cosmétiques. Donc nous on était à 1 million, enfin vous voyez, 1 million, 6 millions, le ratio est plus tout à fait le même. Donc on était face à quelque chose de massif. Et la France est non pas une exception, parce qu'il existe des applis dans tous les grands pays du Nord, mais en tout cas, c'est le pays où il y a eu la plus grande appétence pour les applis, ça c'est sûr. Alors oui, une des réactions peut être en effet où demande des consommatrices une réduction du nombre d'ingrédients. Alors moi, je ne fais pas partie de cette mouvance-là. Moi, je considère que ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il y a dans le cosmétique, d'avoir une vue bien transparente et donc de faire son choix en conscience. Vous pouvez avoir 5 ingrédients et 5 ingrédients très problématiques. Vous pouvez en avoir 25 et les 25 qui ne poseraient pas de problème. Donc pour moi, c'est plus un positionnement marketing aujourd'hui plutôt qu'une vraie manière de se prémunir si on ne sait pas précisément quels sont les ingrédients auxquels on est confronté dans le produit. Et à l'origine, qui décide de savoir si un ingrédient est nocif ou pas ? Alors en Europe, tout dépend où on le situe. En Europe, pour le coup, c'est le règlement cosmétique européen qui va régir absolument la vie d'une formule et la vie des fabricants. Les ingrédients, la sécurité des ingrédients est évaluée. Oui. Par qui ? Par l'ECHA, donc l'Agence européenne par les produits chimiques. Et donc, il va rendre des avis. Et à partir de là, le règlement les intègre. Et chaque ingrédient qui est utilisé en cosmétique en Europe doit être évalué. Donc, on a un très bon règlement. Incontestablement. Une fois de plus, ce n'est pas une crème qui va poser un problème ou va développer un cancer. Le problème, c'est que parmi ces ingrédients, beaucoup sont ce qu'on appelle réglementés, donc par une dose, donc leur toxicité est avérée. Mais on va considérer qu'on va juguler ça par la dose. Sauf que c'est ce que je disais tout à l'heure, ces ingrédients, vous allez les retrouver dans tous les produits chimiques du quotidien, et c'est là où le problème commence à se poser, avec une vraie problématique, on en parlera peut-être plus tard, sur les perturbateurs endocriniens. Oui, parce qu'il y a justement ces interactions entre, on a parlé de chimie, donc c'est aussi les interactions entre différents composants d'une cosmétique qui peut être très néfaste pour la santé. On a parlé aussi de certains ingrédients comme le parabène qui a été enlevé de pas mal de cosmétiques. C'est quoi ces interactions qui peuvent être mauvaises? On s'est aperçu qu'il y avait certains ingrédients qui avaient justement qui perturbaient. Les interactions sont très peu évaluées, en fait, entre deux ingrédients lambda d'un cosmétique. Oui, parce que c'est comme un médicament, ça peut avoir effectivement. Oui, mais elles sont relativement peu évaluées. C'est l'ingrédient lui-même qui va être, dont la sécurité va être évaluée. Par contre, ce que vous mentionnez, c'est en effet les effets cocktails entre les ingrédients. Et là, ils jouent à plein et ils commencent à être documentés sur la perturbation endocrinienne, puisqu'en fait, les cosmétiques sont aussi pourvoyeurs
de perturbateurs endocriniens suspectés. Aujourd'hui, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens avérés dans les cosmétiques. Ça va être un très long chemin, hein. On considère que toutes les études sur les perturbateurs endocriniens vont être similaires à des démonstrations type réchauffement climatique, puisqu'en fait, vous êtes exposé généralement, souvent, pendant votre vie fœtale, donc quand vous êtes dans le ventre de votre maman, avec des effets 10, 20 ans, 30 ans plus tard, et des effets qui sont irréversibles. Alors, les cosmétiques, bien évidemment, ne sont pas tout seuls du tout en cause, hein. Ils apportent leur lot, et une étude de l'INSERM de 2015, me semble-t-il, montrait qu'on pouvait être sur des effets cocktails, d'une manière générale sur les perturbateurs endocriniens, hein, pas en cosmétique, de 1 + 1 = 50. Donc, l'effet cocktail, c'est l'effet des multiplicateurs. Donc on voit à quel point la question des perturbateurs endocriniens est absolument clé. Et l'évolution du règlement cosmétique européen que je mentionnais tout à l'heure, on prend maintenant en compte le danger et non plus le risque, est directement lié aux perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on maîtrise vraiment pas grand-chose les concernant, puisqu'ils s'affranchissent des lois de la chimie habituelle, en chimie, la dose fait le poison. Ça, c'est une règle de base. Eh bien, les perturbateurs endocriniens, toutes les études semblent montrer qu'en fait, ils sont actifs à très faible dose, et donc qu'on est complètement hors de cette loi de Paracel qui fait foi habituellement en chimie. Est-ce que vous pouvez dire concrètement ce qu'est un perturbateur endocrinien ? Oui. Alors, un perturbateur endocrinien, donc c'est un ingrédient un composant qui va venir perturber notre système hormonal et donc le fonctionnement de notre corps. Et donc, ils sont suspectés d'être à la base des cancers hormonodépendants, du diabète. C'est des pesticides, par exemple ? Alors, ça peut être concrètement, en effet, on les trouve dans les pesticides. Hein, c'est aujourd'hui le très gros pourvoyeur, en effet. Mais pas que, les cosmétiques, dans l'alimentaire, je citais les meubles, le plastique qui dégaze. C'est tout un environnement chimique qui est le nôtre. On les trouve dans tous les produits du quotidien, médicaments compris. Alors après, vous avez un coût bénéfice-risque là, qui n'est plus du tout le même et je ne veux pas rentrer du tout là-dedans. Hein. Les cosmétiques, si on en parle, c'est qu'on reste sur quelque chose qui est là pour améliorer l'état de la peau et qui n'est pas là pour soigner. Dès lors qu'on est sur du médicament, je pense qu'on n'est plus du tout sur la même logique et que c'est vraiment le coût bénéfice-risque qui doit être pris en compte. Justement, vous parliez de tous les composés qui sont extrêmement néfastes pour la santé. C'est le cas des produits de blanchiment de la peau qui sont couramment utilisés donc en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces produits qui sont quand même extrêmement terribles et très néfastes pour la santé? Et assez répandu. Très répandu. Très répandu. Les pourcentages d'utilisation sont alarmants. Est-ce qu'il existe des produits blanchissants, sains, enfin, ou pas mauvais pour la santé ? Est-ce que ça existe ? Et efficaces ? Et efficaces, oui. Qui dépigmentent vraiment ? Je ne pense pas. Non. Non. En fait, ces produits en fait, vont avoir deux origines. Soit des médicaments qui vont être détournés de leur utilisation première, notamment avec des corticoïdes. Les corticoïdes vont agir par effet indésirable. Donc on voit toute la problématique d'utiliser des corticoïdes au long cours, sur la peau. Ouais. Surtout sur l'organisme aussi, voilà. En l'occurrence. Donc, il n'y a pas que la peau, pour le coup. Là, on est sur une problématique de santé publique majeure. Et des produits qui se disent cosmétiques, mais sans aucun contrôle, avec des ingrédients, qui sont des vraies poubelles chimiques. Soyons clairs sur le faut appeler un chat un chat. Ce sont de vraies poubelles chimiques, avec notamment l'hydroquinone qui est interdit dans les produits pour la peau en Europe. Donc on voit bien que ce genre de produit pose de très grosses questions, entraînant des problématiques cutanées très importantes. Irréversibles, souvent. Et irréversibles, donc des cancers, ça c'est évident, la gale, de l'acné, des vergetures. Vous vous connectez sur Internet et vous avez des images absolument affolantes des effets de ces crèmes, et puis des effets au long cours
avec des problématiques rénales, des problématiques de toxicité qu'on retrouve après plus vastement aussi avec d'autres cosmétiques. Mais ces produits utilisent des ingrédients dont on ne veut plus en Europe. Et c'est bien ça le drame. Je trouve que c'est bien ça le drame. Et leur usage se répand. Et leur usage se répand de plus fortement. de plus en plus jeune, chez les enfants maintenant. Alors voilà, il y a une tendance. Les mamans les utilisent pour elles-mêmes, donc les femmes les utilisent pour elles-mêmes, a priori avec une pression sociétale forte pour se blanchir la peau, donc pour se dépigmenter la peau de manière volontaire. Et donc on assiste aussi à une utilisation chez les enfants et chez les bébés. Donc vous imaginez ce genre de molécules chez des tout-petits. On voit déjà ce que ça donne chez les adultes, donc chez des tout-petits, et notamment des bébés. Donc c'est je pense, un vrai sujet de santé publique pour l'Afrique, me semble-t-il, mais pas que pour l'Afrique. Hein. On assiste à la même chose en Asie, on assiste à la même chose au Brésil. Hein. Donc plus globalement, mais c'est un vrai sujet de santé publique qui devrait nécessiter une réglementation, là pour le coup drastique, sur le sujet, et des campagnes de santé publique aussi pour informer sur les dangers. Les femmes sont-elles véritablement informées des dangers qu'elles courent quand elles utilisent ces produits? C'est une question. Ou est-ce que la pression sociétale est tellement forte qu'elles veulent quand même les utiliser? Je ne sais pas. Mais ça nécessite, à mon sens, des campagnes très fortes de communication pour que chacun soit bien conscient des risques qu'il prend. Couplé qu'une réglementation forte, hein, parce que sans ça, on n'avait fait rien. Et pour ces tests sur l'innocuité de ces produits ou leur dangerosité, est-ce que la question de l'utilisation des animaux est toujours d'actualité? Parce qu'il était question d'abandonner peu à peu les tests sur les animaux. Alors c'est interdit en Europe. C'est totalement interdit maintenant. C'est interdit en Europe. On n'a pas le droit de tester. La Chine les a maintenus, avec une évolution là dernièrement. Alors vous savez qu'en tout cas en Europe, notamment en France, on assiste à un mouvement très fort, outre le clinage, ce que moi j'appelle le clinage des formules. Donc, la reformulation vers des formules plus vertueuses pour la santé et l'environnement. On assiste en France à un très grand mouvement sur le véganisme, sur le cruelty-free. Et le bien-être des animaux. Et le bien-être des animaux, qui est un sujet central. Donc oui, il y a cette idée qu'on ne doit plus faire de tests sur les animaux. Ça semble être le sens de l'histoire. En tout cas, le marché mondial des cosmétiques, d'après les chiffres que j'ai trouvés aujourd'hui, se porte très très bien. On prévoit une augmentation croissante de tous les ans, une croissance de tous les ans de 6% par an. Un marché mondial global qui est estimé à près de 400 milliards de dollars. Donc c'est un marché qui se porte très bien et qui est sûrement capable de se réformer aussi. Oui, alors c'est un marché qui a plus été relativement résilient face au Covid. C'est un marché qui est en très très forte, je vous le disais, mais très forte transformation. Parce que, en fait, je pense qu'à la fois, il y a eu cette pression des consommateurs, mais aussi, à un moment donné, l'industrie a quand même cerne quels sont ces grands enjeux de durabilité, parce que il y a bien évidemment cette question du pétrole. Quel est l'avenir d'une industrie qui repose sur ce type d'ingrédients? Il y a aussi l'impact. On parle de la santé, mais sur l'environnement également. Toute formule part dans l'eau. Alors, selon où on se trouve dans le monde, ok, on va être sur un circuit plus ou moins court avant qu'on atteigne des zones problématiques. Mais l'impact des formules sur l'environnement, qui est un sujet encore peu adressé, est un enjeu majeur. Les cosmétiques, c'est beaucoup d'eau. On va rentrer en stress hydrique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, c'est une industrie qui a obligatoirement beaucoup de questions à se poser et qui a entamé sa mue, mais qui doit continuer à croître. Il nous reste juste le temps de dire au revoir. Bon, bah, écoutez, je vous en prie. Merci Allez-y, beaucoup, vous avez une minute. Candice Collin. Donc, vous êtes cofondatrice de l'Ithica Labs et merci de nous avoir fait le plaisir de venir à Santé Plus. Merci Bernard. Donc je vais pouvoir me maquiller sans problème maintenant. Merci à vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Santé Plus.